Mais le président de la NFR, chargé de faire respecter les normes, semble bien embarrassé lorsque nous abordons l'aspect sanitaire de ce seuil. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé? Moi, je ne peux pas vous dire ça, je n'ai pas de compétences en matière de santé. Est-ce que vous risquez... tout à l'heure, vous étiez en train de fumer une cigarette. Est-ce que vous risquez rien pour votre santé quand vous fumez une cigarette? Moi, si, on nous dit fumez-tu, ça on le sait, c'est marqué sur les paquets de cigarettes. Moi, je ne suis pas compétent pour vous dire ça. Fumez-tu, on me le dit, je me crois. Mais le téléphone portable, je veux dire, est-ce que les normes sont protectrices pour notre santé? Est-ce que ça veut dire qu'on nous garantit aucun risque en dessous de ces 2 watts par kilo? Dans le rapport publié, la mise à jour de l'expertise en France, qui a été soulignée, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, ces limites ne sont pas susceptibles, un téléphone qui respecte ces limites n'est pas susceptible de causer des dommages à la santé. Donc, vous dites c'est en l'état actuel des connaissances. Peut-être que dans 10 ans, on nous dira qu'en fait, ces normes n'étaient pas protectrices. Ce qui est dit, c'est ce qui est dit, Pourquoi ce malaise? Sans doute parce que de plus en plus de chercheurs font un lien entre certaines pathologies et le téléphone portable, et cela depuis plus de 10 ans. En 1998, le mobile déferle en France. L'État décide alors de lancer un programme de recherche appelé Comobio. Différents laboratoires vont travailler sur l'impact sanitaire du téléphone. Ce projet est financé pour moitié par les industriels du secteur, et le coordinateur de Comobio n'est autre que Bernard Verret. À l'INSERM de Montpellier, Alain Privat faisait partie des équipes de Comobio. Il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du système nerveux central. À l'époque, ce neurologue expose des cerveaux de rats à des ondes 3 fois plus fortes que les normes du téléphone portable. Au bout de 15 minutes, il voit apparaître des lésions. Il poursuit l'expérimentation en baissant l'intensité des ondes. On a appliqué des doses beaucoup plus faibles d'irradiation, proche du téléphone portable, de l'ordre de 1,5 watt, alors que les doses admises pour les téléphones portables sont 2 watts. Et cette fois avec des doses fractionnées dans le temps pendant plusieurs semaines. Et on a retrouvé exactement les mêmes lésions. Ce qui veut dire qu'il y a des traces au niveau du cerveau d'un rat après exposition aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, quelle question est posée avec cette étude-là, en fait, par rapport à l'homme et l'utilisation du téléphone portable? Eh bien, ça veut dire que, à terme, si vous voulez, pour les gens qui utilisent beaucoup de téléphones portables pendant peut-être plusieurs minutes, voire plusieurs heures par jour, il pourrait y avoir des modifications dans leur cerveau qui seraient susceptibles de déclencher des maladies comme des maladies graves, comme peut-être l'épilepsie, ou aussi on a pensé à la maladie de Parkinson. Et donc, ça vous a un peu inquiété sur le coup? Sur le coup, ça nous a inquiété parce qu'on sait très bien que les cellules qui sont atteintes, ces cellules qu'on appelle des astrocytes, on découvre de jour en jour qu'elles jouent des rôles de plus en plus importants au niveau du système nerveux central. Donc oui, c'est quelque chose qui nous a inquiétés, certainement. Pierre Robineau, lui aussi faisait partie du programme Comobio. Cet ancien directeur de recherche du CNRS de Bordeaux exposait lui aussi des rats aux ondes d'un téléphone portable. Il découvre que la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau des substances toxiques, s'ouvre sous l'impact des ondes. Ça permet apparemment l'entrée de substances qui n'ont rien à faire là, que certaines de ces substances peuvent être toxiques, et que d'autres, de toute façon, même si elles ne sont pas toxiques par elles-mêmes, vont entraîner une réaction inflammatoire donc qui n'est pas saine. Prenons un exemple, par exemple, je sais pas, moi, vous fumez, il peut y avoir des goudrons présents dans votre sang, ils peuvent très bien se retrouver dans le parenchyme cérébral, alors qu'ils n'ont rien à y faire. En plus, bon, il y a un phénomène inflammatoire qui se développe, avec une possible toxicité pour les neurones avoisinants. Donc ça veut dire que les ondes peuvent provoquer en fait des œdèmes dans le cerveau des rats que vous avez étudiés? Oui, c'est même certain que là, dans ces conditions-là, on va avoir au moins un micro-œdème. Inquiet de ces résultats, il conclut en ces termes. Nous postulons que si ces événements se produisent de façon répétée sur une longue période dans le cerveau humain, cela pourrait présenter un risque pour la santé en raison de l'accumulation potentielle de dommages et de substances dangereuses dans les tissus du cerveau. Lorsque Pierre Robineau souhaite publier son étude, il s'oppose au directeur de Comobio, Bernard Verret. Monsieur Verret comptait publier des conclusions qui n'étaient pas les miennes à ce travail. C'est-à-dire en particulier que c'était inapplicable à l'homme, en substance, hein, je résume, hein, alors que moi je pensais que c'est tout à fait applicable à l'homme, ce qui a été vu sur le rat.
Voilà. Et donc, je ne voulais pas retirer cette simple phrase des conclusions qui était que, bon, c'était pas montré chez l'homme, bien sûr, mais enfin, il n'y avait aucune raison de penser que ces résultats-là ne puissent pas s'appliquer à l'espèce humaine. Nous présentons ce projet d'étude à Bernard Verret où son nom figure. Il est même remercié à l'époque par Pierre Robineau pour sa relecture. Et qu'est-ce qui vous dérangeait à l'époque justement dans son étude? C'était qu'effectivement il posait la question sur l'homme. Est-ce qu'effectivement, parce qu'il dit ça peut être problématique pour l'homme, les résultats que j'ai trouvés. C'est une interprétation. Moi je m'en tiens aux faits. Je lui ai dit c'est pas probant au niveau scientifique, on ne peut pas publier, je pense que ça n'aurait pas été accepté, bon on arrête là. Et donc comme aucun accord n'a été trouvé à ce sujet et que M. Verret m'avait dit que je pouvais publier donc mes conclusions à moi, mais qu'il retirait son nom et celui de son laboratoire dans ce cas-là du travail, ça rendait la publication quasiment impossible, sauf pour moi à accepter finalement les conclusions de M. Verret et ne pas publier les miennes. Voilà. L'étude de Pierre Robineau ne sera donc jamais publiée. Alain Privat, de son côté, veut poursuivre ses recherches pour exposer plus longtemps les rats aux ondes électromagnétiques. Mais il n'obtiendra pas les budgets nécessaires. On n'a pas pu continuer parce que les crédits, si vous voulez, qui étaient des crédits publics ou semi-publics, publics-privés, n'ont pas été renouvelés. On a fait une demande qui n'a pas été retenue. Et on vous a dit pourquoi ? Alors on n'a pas dit pourquoi, mais j'ai pu savoir de façon indirecte que finalement les résultats que nous avions obtenus n'étaient pas exactement ceux que l'on attendait. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'idée de départ était de montrer que ces ondes électromagnétiques étaient d'une innocuité totale, et c'est pas ce que nous avons montré. Donc vous aviez dérangé avec votre étude ? On peut le dire. Au final, les deux études du programme Comobio qui montraient les effets néfastes des ondes du téléphone portable n'aboutiront jamais. La France n'est pas le seul pays à s'interroger sur les effets des champs électromagnétiques. En Suède aussi, les chercheurs trouvent. Un scientifique suédois arrive au même résultat que Pierre Robineau. Il découvre lui aussi que les ondes du téléphone portable provoquent des œdèmes dans le cerveau des rats. Lund, une ville universitaire du sud de la Suède. Dès 1999, l'étude de Leif Salford fait grand bruit. Le neurochirurgien est très fier de montrer à Bertil Persson, avec qui il avait mené l'étude, cette une d'un quotidien français. Tu veux voir cette vieille une de Libération ? Tu te rappelles quand on a fait la une après notre publication de 1999 ? Tu vois le cerveau là ? Splash. C'est très classe ce splash. Oui, c'est assez classe, oui. Les Français ont été assez intéressés par ce que nous avions trouvé il y a maintenant si longtemps. Ces études, qui ont porté sur 1600 rats, ont été financées sur fonds publics. Sur les coupes de cerveau des animaux, l'impact du téléphone portable est très clair. Ici, vous pouvez voir le cerveau d'un animal exposé à 2 heures de téléphone. Vous pouvez voir qu'il a de l'albumine répartie dans le cortex du cerveau, et il y en a plein. Et c'est donc reconnu que l'albumine en dehors du tissu cérébral n'est pas bon pour le cerveau. On peut voir la même configuration dans les tissus de personnes atteintes d'épilepsie. Ce n'est pas bon pour le cerveau et nous avons montré que les cellules meurent dans le cerveau. Et c'est pour nous la pire conclusion. Pour Leif Salford, les effets nocifs des ondes d'un téléphone portable sur le rat sont tout à fait transposables à l'homme. Quand vous utilisez un téléphone portable près de votre tête, vous êtes dans la situation où la puissance des ondes est suffisamment forte pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique, comme chez le rat. Cela signifie que si ce que nous avons vu chez le rat est vrai pour le cerveau de l'homme, il y a de fortes chances pour que cela se produise aussi et pose de graves problèmes dans les années à venir. Cela pourrait altérer la mémoire, le fonctionnement des gènes, occasionner des fuites d'albumine et réellement endommager vos neurones. Ce que Leif Salford voit au microscope sur le rat, un autre chercheur suédois affirme l'avoir vérifié sur l'être humain grâce à des études épidémiologiques.
ce professeur a publié plusieurs études qui ont fait trembler l'univers de la téléphonie mobile. Il a fait le lien entre certaines tumeurs cérébrales, le gliome et le neurinome acoustique, et l'utilisation du portable pendant 10 ans. Örebro, à moins de 200 km de Stockholm. À l'hôpital universitaire, l'épidémiologiste travaille depuis la fin des années 90 sur les ondes grâce à des financements publics. Lennart Ardell a étudié un panel de 7000 patients auxquels il pose des questions sur leur habitude d'utilisation du portable. Nous avons des questions sur quel type de kit main libre avez-vous, quelle oreille utilisez-vous, principalement la droite, la gauche ou les deux. Et ces résultats sont édifiants. Dans notre étude, nous avons montré qu'il y a un doublement du risque de tumeur cérébrale du type gliome, qui est ici sur la photo, proche du téléphone portable. Et aussi le neurinome acoustique dans la même zone. Et il y a un double risque si vous utilisez le téléphone du même côté pendant 10 ans, à compter d'1 heure d'utilisation par jour. La plupart des tumeurs malignes se développent rapidement. Vous pouvez mourir au bout de quelques mois. D'ailleurs, beaucoup de patients de la première étude sont morts ou sont trop malades pour participer à notre nouvelle étude. Selon lui, la norme actuelle, le DAS affiché en magasin, ne protège en aucun cas des ondes électromagnétiques du téléphone portable. Le DAS ne reflète pas la réalité. Il est beaucoup trop haut. Le DAS est fait pour l'industrie, il est fait pour les protéger et non pas pour protéger l'être humain. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est l'exposition des enfants. Voici des simulations numériques de crânes de différentes tailles. À rayonnement égal, les ondes qui pénètrent le cerveau d'adulte sont encore plus présentes dans le cerveau d'un enfant de 10 ans et encore plus dans celui d'un enfant de 5 ans. La période de l'enfance est une période de la vie très vulnérable à différentes expositions, y compris aux ondes. Par ailleurs, les rayonnements pénètrent beaucoup plus dans le cerveau des enfants, car le cerveau est plus petit, le crâne est plus fin. Ça signifie que les ondes peuvent donc pénétrer plus profondément. Nous avons montré dans notre précédente étude, et de manière constante, que les personnes qui ont commencé à utiliser le téléphone portable avant 20 ans ont 5 fois plus de risques de développer des tumeurs cérébrales. Depuis 2003, le professeur Ardell tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation du téléphone portable. La même année, l'agence française chargée de veiller sur la sécurité sanitaire, l'AFSE, rend son premier avis sur le portable et les antennes relais, un rapport très rassurant. D'après ce rapport de l'agence française de sécurité sanitaire, les antennes relais sont mises hors de cause. Laurence Ragon. Quant au téléphone portable, rien n'indique à ce jour que son utilisation soit liée à l'apparition ou au développement de cancer. Mais les scientifiques reconnaissent que les recherches sont encore insuffisantes. Parmi les principaux experts qui l'ont rédigé, René Decèze et Bernard Verret. En 2005, nouveau rapport de l'AFSE et toujours les mêmes conclusions, toujours aussi rassurantes. En ce qui concerne les effets sanitaires éventuels des stations de base, le groupe d'experts retient qu'aucune nouvelle étude n'apporte d'éléments indiquant de tels effets. Quelques mois plus tard, un colloque se tient au Sénat sur l'indépendance des experts. Stéphane Kerkhoff de l'association Agir pour l'environnement est présent. Il pose une question anodine sur l'AFSE qui va déclencher un scandale sanitaire. On a quand même énormément de critiques à vous faire parce que les premiers rapports que vous avez pu faire sous votre autorité, notamment sur la téléphonie mobile, étaient un haut lieu du lobbying. À la tribune, le président du conseil d'administration de l'AFSE. Contre toute attente, il désavoue le rapport de sa propre agence. Vous dites, bon, l'expertise sur la téléphonie mobile, elle ne nous plaît pas. L'expertise sur la téléphonie mobile n'a jamais suivi ni de près ni de loin les règles que l'AFSE s'est fixées à elle-même. Donc c'est une expertise que je considère en tant que président du conseil d'administration comme n'existant pas. N'étant pas le fait de l'AFSE, puisqu'elle ne correspond pas au texte que le conseil d'administration lui-même a voté.
Vous allez me dire que c'est quand même terrible. Eh bien, c'est tout le temps comme ça. Stéphane Kerkhoff et Janine Le Calvez de l'association Priartem qui milite pour une meilleure implantation des antennes relais n'en reviennent toujours pas de cette réponse si franche. Je n'ai pas vu cet extrait, mais... C'est saisissant. Finalement, on se dit qu'on a enfin réussi à obtenir la vérité. C'est que les experts de l'AFCET à l'époque étaient totalement liés directement au lobby de la téléphonie mobile et que l'expertise qui faisait ressortir une certaine unanimité de façade, laissant supposer qu'il n'y avait absolument aucun risque, était totalement dictée et sous l'influence des opérateurs de la téléphonie mobile. L'affaire fait grand bruit. L'IGAS, la police du ministère de la Santé, est saisie pour mener une enquête. Les inspecteurs vont aller de découverte en découverte. D'abord, ils constatent des liens entre les experts de l'AFCE et l'industrie qui finance leurs recherches. Là, par exemple, René Desèze, dans son laboratoire, a été financé par Bouygues Télécom et Envoi TDF, la GROA. France Télécom, Alcatel, Bouygues Télécom. Même Martin Ours, France Télécom, Bouygues et SFR. L'un d'entre eux est même un ancien salarié d'Alcatel, constructeur de téléphones. Et enfin Bernard Verret, membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Bon, ça c'est énorme. Mais ce qui retient l'attention des enquêteurs de l'IGAS, c'est ce document. Publi-document. En fait, c'est une publicité financée par Orange. Il faut le voir en petit, en collaboration avec Orange, qui a été diffusée dans le cadre d'une revue Impact Médecine, qui est donc diffusée auprès des médecins. Cette revue à destination des médecins est financée par un opérateur, explique que les antennes relais et le portable ne sont pas un danger pour la santé. Et ce sont les experts de l'AFCE, comme René Desèze ou Bernard Verret, qui s'expriment. Pour les inspecteurs de l'IGAS, leur participation à ce numéro d'Orange jette le trouble sur leur indépendance. Les inspecteurs généraux ont critiqué cette collusion, on dirait, entre l'opérateur Orange et les experts, et le manque, je dirais, d'éthique et de déontologie des experts. Qui se permettent de participer à une revue financée par Orange, participer au conseil scientifique de Bouygues Télécom, pendant qu'ils mènent une expertise, ça montre bien le côté totalement... il y a une impunité totale et vraiment fonctionnement en vase clos. S'appuyant sur ces experts, dans un rapport de 2003 et de 2005, les autorités sanitaires françaises ont fini par conclure que les antennes relais ne présentaient aucun risque pour les riverains.